Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de cette journée. Je suis très, très heureux et très honoré et très touché d'être parmi vous. Et je pense que c'était vraiment une excellente idée de rendre hommage à Jean-Jacques Dupeyroux. Et je suis dans la même situation que Morane, à savoir que même si je suis plus âgé que Morane, je n'ai pas eu la chance de connaître Jean-Jacques Dupeyroux. Par contre, j'ai beaucoup travaillé sur ses écrits lorsque je faisais ma thèse. Et ça a été un grand plaisir de me replonger ces dernières semaines dans ses écrits que j'avais pas lu depuis quelques temps et d'en découvrir beaucoup de nouveaux parce que j'ai pu redécouvrir notamment beaucoup d'écrits dans le journal Le Monde ou le journal Libération qu'on a souvent tendance à ne pas lire quand on se focalise surtout sur les articles de droit social. Et c'est vrai que moi j'ai découvert vraiment tout un univers d'articles, notamment dans les années 70, dans Le Monde ou Libération, qui était très intéressant. Et je remercie d'ailleurs M. Balin qui avait fait un travail de documentation très, très, très important qui nous a été utile. Alors, donc je me suis rendu compte, en lisant ces articles dans les journaux, qu'il y avait plusieurs Jean-Jacques Dupeyroux. Il y a le Jean-Jacques Dupeyroux que l'on connaît tous plus ou moins ici, qui est le Jean-Jacques Dupeyroux de droit social. Et il y a également... il y a également effectivement le Jean-Jacques Dupeyroux de ces journaux. Et j'ai l'impression que dans les journaux comme Le Monde, Libération, il a pu parfois prendre des sujets, utiliser des sujets qu'il n'a pas utilisés, effectivement, dans droit social, notamment sur le travail qu'il appelait le travail noir, le travail illégal, ou sur la réforme des conseils de prud'homme. Là, ce sont des articles, effectivement, qu'on n'a jamais pu voir dans droit social, mais pourtant des réflexions extrêmement intéressantes qu'il y avait dans ces journaux. Et concernant mon sujet, à savoir le droit du licenciement économique et le droit du licenciement, eh bien là, Jean-Jacques Dupeyroux, et je pense que c'est volontaire, je pense que ça a une signification, il a voulu conjointement publier dans droit social et essentiellement dans le journal Le Monde dans les années 70. Alors je pense que parce que le lectorat est différent, effectivement, d'un côté un lectorat plus spécialiste et de juristes, et de l'autre, effectivement, peut-être un lectorat plus large, et peut-être avec une intention, effectivement, d'avoir peut-être un poids politique ou un poids syndical dans ses opinions sur les licenciements. Et alors j'avais au début comme projet, comme l'intitulé de mon exposé l'indique, de ne parler que du licenciement économique. Et puis ça m'a semblé un peu dommage finalement parce que les commentaires de Jean-Jacques Dupeyroux sur les licenciements économiques, donc ceux qu'il fait à partir de 1975, sont finalement nourris des réflexions et des commentaires qu'il fait en 1973 et avant 1973 sur la loi sur les licenciements. Et je pense qu'il y a une certaine cohérence de la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux entre l'appréhension qu'il fait de la loi de 1973 sur les licenciements et l'appréhension qu'il fait de la loi de 1975 sur les licenciements économiques. Et donc, je vous prie de m'en excuser, j'ai un petit peu élargi la focale et je pense que c'est intéressant de montrer à la fois la cohérence, et je vais même employer plutôt un autre adjectif, la clairvoyance de la pensée de Dupeyroux sur ces deux lois. Il a à chaque fois critiqué ces deux lois. Le point commun, c'est qu'il est plutôt critique vis-à-vis de la loi de 73 et de la loi de 75, que ces lois-là ne lui ont pas donné raison, entre guillemets, dans le sens, elles n'ont pas été dans le sens qu'il souhaitait, mais rétrospectivement, on peut se demander s'il n'avait pas raison. Donc ça sera le plan de mon exposé qui sera axé sur cette notion de clairvoyance. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est un point que j'aime beaucoup dans Jean-Jacques Dupeyroux, c'est qu'il commente les lois extrêmement rapidement si elles sortent, voire même il aime bien commenter, du moins à l'époque, et je pense aussi à plus tard, des projets ou des avant-projets de loi. Donc il se positionne extrêmement tôt dans des textes en discussion. Je pense que c'est volontaire, bien entendu, c'est pour peser dans le débat, c'est pour en montrer certains aspects, et c'est pour soulever effectivement des points qui sont peut-être un peu négligés par la doctrine ou par les syndicats ou par les partis politiques. Donc je vais voir dans une première partie donc la clairvoyance de Jean-Jacques Dupeyroux sur la loi de 73 et sur un point particulier sur lequel je vais effectivement m'appesantir, qui est la réparation, l'indemnisation ou la réparation des licenciements qu'on appelait avant 73 les licenciements plutôt illégitimes, ce qu'on va appeler les licenciements abusifs ou sans cause réelle et sérieuse, à partir de 1973. Et donc j'ai découvert un article dans Le Monde du 4 juillet 72, donc on est avant effectivement les premières discussions sur la loi qui sera la loi de 73, et dans cet article du Monde du 4 juillet 72, Jean-Jacques Dupeyroux prend une position qui est très intéressante, très originale. Il va tenter de poser un problème qui est avant même le problème de la notion de licenciement, de la définition d'un licenciement illégitime. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la réparation du licenciement. C'est comment réparer un licenciement qu'on va appeler plus tard le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors je cite Jean-Jacques Dupeyroux parce qu'en plus c'est un article du Monde, c'est un article plus court, donc plus incisif.
Et donc l'article commence comme suit. Gratte-ciel sur un socle d'argile, le droit du travail français reposait depuis l'origine sur un principe fondamental, un véritable tabou. Quelque faute qu'ait pu commettre l'employeur dans le licenciement d'un salarié, il était hors de question de lui imposer une réparation en nature, c'est-à-dire la réintégration effective du salarié. En cas de conflit, le salarié congédié ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts. Et donc il va ensuite citer un certain nombre d'arrêts ou de jurisprudence qu'il va, de mon point de vue, interpréter assez largement, peut-être pas avec une totale bonne foi tout le temps, mais avec l'idée effectivement de plaider pour le choix de la réintégration et non pas des dommages et intérêts. Et donc l'article se termine comme suit. Les tribunaux finiront-ils, alors là il s'adresse aussi aux juges, il s'adresse aux législateurs à venir, mais il s'adresse aussi peut-être aux juges avant que le législateur n'intervienne, les tribunaux finiront-ils, sauf motif valable de licenciement, par reconnaître aux salariés un droit au maintien dans l'entreprise comparable au droit au maintien dans les lieux reconnus aux locataires. Il s'agirait alors d'une métamorphose radicale de notre droit du travail, plus qu'une évolution, une révolution. Donc là, on voit donc Jean-Jacques Dupeyroux qui utilise, qui compare le droit du travail finalement au droit des baux à usage d'habitation. Et je pense aussi, alors ça ce n'est pas expressément marqué dans l'article, mais je suis content que vous ayez fait allusion parce que je pense que Jean-Jacques Dupeyroux a également une réflexion de comparatiste ici. Et j'en suis quasiment sûr, même si ça n'y figure pas, je pense qu'il a en tête le droit italien du début des années 70. En effet, en Italie, il y a eu avant la France une réflexion sur le licenciement et sur la réparation du licenciement qui s'est faite en deux temps. Il y a eu la loi de 66 sur les motifs de licenciement, motifs objectifs ou subjectifs, donc le fond du droit, qu'est-ce qu'un licenciement objectif ou subjectif. Et puis, seulement 4 ans plus tard, un texte qui a eu à l'époque beaucoup d'importance dans toute l'Europe, le statut des travailleurs italiens de 1970. Et dans ce statut des travailleurs, effectivement, là, on envisage le problème de la réparation d'un licenciement illégitime. Et ce statut des travailleurs pose comme principe un principe dit de protection réelle, c'est-à-dire de réintégration du salarié lorsqu'il se situe dans une grande entreprise. Et il va y avoir l'exception qui sera la protection obligatoire, qui est une indemnisation pour un salarié dans une plus petite entreprise. Et donc je pense que ce débat italien a nourri la réflexion du Pérou et a du coup permis d'axer la réflexion sur les licenciements sur un point qui est en fait un point essentiel, comment on répare, comment on indemnise, alors même que finalement on n'en était encore qu'à réfléchir à comment le définir, comment procéduraliser le droit du licenciement. Donc, vous connaissez la fin de l'histoire. Jean-Jacques Dupeyroux n'a pas gagné sur ce point-là. Le législateur de 1973 a été dans le sens d'une indemnisation du salarié et a rendu la réintégration totalement exceptionnelle. Mais on ne peut s'empêcher de penser que tous les problèmes actuels que nous avons sur le barème, le plancher, le plafond, les fourchettes, n'existeraient pas si Dupeyroux avait gagné en 1973. Alors, il ne lâche pas le morceau, et donc il va publier un deuxième article dans Le Monde en mai 73, le 22 mai 73, où là il commente maintenant le projet de loi, qui sera globalement la loi qui va être adoptée. Et donc, il n'est pas content, et donc il dit le débat sur la réintégration a été escamoté. Donc finalement, voilà, le débat qu'il avait posé en 72 n'a pas vraiment eu lieu selon lui, et donc le législateur choisit la voie de l'indemnisation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il change un tout petit peu de point de vue par rapport à 72, et il va plaider dans cet article, encore dans Le Monde, du 22 mai 73, pour un large pouvoir d'appréciation du juge dans la réparation du dommage subi par le licenciement illégitime, sans cause réelle et sérieuse. Et selon Dupeyroux, dans cet article, il dit que le juge devrait pouvoir, effectivement, dans certains cas indemniser ou dans certains cas réintégrer, que ce serait au juge finalement de choisir la voie de la réintégration ou la voie de l'indemnisation. Et alors, si on comprend bien cet article, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est pas limité au licenciement pour motif illicite. Ça devrait être toute forme de type de licenciement où le juge pourrait avoir cette possibilité entre soit réintégrer, soit indemniser. Donc là, encore une fois, bien entendu, le législateur de 73 et le législateur actuel ne vont pas forcément suivre Jean-Jacques Dupeyroux dans cette voie-là, et notamment le législateur de 2017 a encore plus encadré les pouvoirs du juge dans l'appréciation des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais je pense que c'était intéressant de montrer cela et de montrer que selon Jean-Jacques Dupeyroux, effectivement, le juge devait avoir un pouvoir extrêmement large dans la considération de la réparation du salarié. Et donc là, on voit bien cette patte, entre guillemets, de Jean-Jacques Dupeyroux, qui est de soulever des aspects qui n'étaient pas forcément dans le débat public, et de montrer à quel point ils sont finalement essentiels, et on voit à quel point aujourd'hui ils sont extrêmement importants. Alors ensuite, très peu de temps après, finalement, arrive la loi de 75, et la loi sur
les licenciements économiques. Pareil qu'en 1973, je trouve, Jean-Jacques Dupeyroux va aller sur un point qui est un point très particulier sur lequel il va insister, c'est le problème de l'autorisation administrative de licenciement. Alors là, il n'est pas le seul à en parler, bien entendu, c'est quelque chose de très nouveau, mais il va avoir une vision très particulière de l'autorisation administrative de licenciement qui va être vraiment, je pense qu'il sera vraiment le seul à être dans cette position-là. Et il va également être assez critique sur la loi de 1975. Alors, globalement, cette loi-là, en 1975, notamment pour les syndicats de salariés, elle est vécue un petit peu comme une revanche de 1973. C'est-à-dire que les syndicats de salariés avaient plaidé pour la réintégration et ils n'ont pas eu gain de cause. Et donc, les syndicats de salariés et une partie de la doctrine, finalement, estiment que la loi de 1975 est un petit peu un rattrapage de celle de 1973, avec cette création de cette autorisation administrative de licenciement qui permet un contrôle a priori, donc du coup, même peut-être idéalement, que les licenciements n'aient pas lieu. Et je cite notamment un article de Jean-Maurice Verdier qui dit que cette loi de 1975, effectivement, permet la reconnaissance aux travailleurs d'un droit à la sécurité de l'emploi et même d'un certain droit sur son emploi. Donc là, il écrit ça dans Droit social en février 1976. Et donc, on a effectivement une sorte de séparation entre deux camps, un camp plutôt pro-salarié qui va trouver cette loi intéressante, et un camp plutôt pro-patronal qui va estimer que l'autorisation administrative de licenciement est quelque chose de trop lourd pour l'employeur. Et la critique de Jean-Jacques Dupeyroux, la critique de cette loi de 1975, elle va être également très fine et très subtile, et il va, derrière ces enjeux immédiats, derrière ces prises de position immédiates, d'un côté ou de l'autre. Et il anticipe, dès 1975, et là, moi, quand je l'ai lu, j'étais scotché aussi, comme disait Morane tout à l'heure, sur le fait que le contrôle administratif, finalement, va être extrêmement léger et va même favoriser les licenciements économiques. Alors, je cite Jean-Jacques Dupeyroux dans cet article de 1975. Un chef d'entreprise qui licencie non parce qu'il y est contraint par la réduction de son activité, mais parce qu'il espère gagner plus d'argent en réduisant ses frais de personnel, doit-il ou non demander son autorisation à l'administration? Répondre par la négative en liant la notion de motif économique à l'idée d'une contrainte n'irait pas sans paradoxe. On ferait échapper à tout contrôle des licenciements qui, par hypothèse, ne s'imposent pas. Mais à l'inverse, une réponse positive ne va pas sans susciter quelques malaises d'un point de vue juridique, car pratiquement, elle conduit à admettre que toute réduction des effectifs répond à un motif économique. Et un peu plus loin, il enfonce le clou, il y a encore plus grave. La loi de 1975 confie à l'administration le soin de vérifier la réalité du motif avant de faire connaître soit son accord, soit son refus. Aucune allusion n'est faite au sérieux du motif dans le texte de l'époque. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on est conduit à conclure que l'administration ne doit jamais refuser son autorisation. Donc, dès 1975, Jean-Jacques Dupeyroux anticipe que l'administration du travail va, je crois que c'était à 90 ou 95%, dans ces années-là, entre 75 et 86, délivrer des autorisations administratives de licenciement, douchant les espoirs des syndicats de salariés et d'une partie de la doctrine. Et effectivement, la doctrine va se rendre compte de cela, mais un peu plus tard. Et je cite Gérard Lioncan dans le journal Le Monde également, le journal Le Monde qui donc du coup recevait énormément d'articles de professeurs de droit du travail à l'époque. Gérard Lioncan, donc dans Le Monde en 1978, lance presque un appel au secours. Donc le titre de l'article, c'est l'effondrement du droit du travail. Donc on en est là. Et il dit « Dorénavant, les pouvoirs publics ne cherchent plus à assurer un certain équilibre entre le capital et le travail, mais aident les entreprises à se débarrasser, le terme est violent, des militants ou des représentants trop gênants, ou à dégraisser des effectifs en surnombre. Les mots nouveaux, redéploiement, reconversion, compétitivité, dissimulent un retour à des comportements de style 19e siècle. Il faut dire les choses crûment, le droit du travail est en train de s'effondrer, nous dit Gérard Lioncan en 1978. Mais ça, finalement, Dupeyroux l'avait dit dès 1975. Alors, dernier épisode sur les licenciements économiques, 1986-87, et je m'arrêterai là pour pas effectivement être trop long, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement. Alors, également dans droit social, Jean-Jacques Dupeyroux accueille tous les points de vue, en 75 comme en 86, ceux qui sont favorables et ceux qui sont défavorables, et en 86, c'est assez étonnant parce que le clivage reste le même, à savoir que la CGT, par exemple, est plutôt hostile à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, tandis que le CNPF d'Yvon Gattaz se réjouit au contraire, on s'en souvient tous peut-être, de cette effectivement suppression de l'autorisation administrative de licenciement. Et là, avant donc tous ces textes-là, Jean-Jacques Dupeyroux fait un très court article qui s'appelle Avant-propos, où en une phrase,
voilà, extrêmement brève, il dit toute sa pensée. Je vous la cite, je vous la lis. « En troquant une autorisation en béton, obtenue à tout coup, ou presque, contre un éventuel procès, le petit employeur est-il bien certain de n'être point la dupe du marché ?» Et là, donc, du coup, il anticipe toute la judiciarisation des licenciements économiques qu'on va voir arriver à la fin des années 80 et dans les années 90, les jurisprudences Vaquet, et toutes les critiques qui pourront être faites sur effectivement cette redéfinition du licenciement économique qui sera faite par la jurisprudence. Et donc, encore une fois, il a été plus loin que la plupart des juristes de son temps en anticipant ce qu'allait devenir un texte, ce qui est de mon point de vue extrêmement délicat et toujours périlleux à faire. Alors, en conclusion, je vais faire une petite ouverture sur le droit des restructurations, ce qu'on pourrait appeler le droit des restructurations avec les guillemets qui s'imposent. Et également, très tôt, Jean-Jacques Dupeyroux a pensé à la compatibilité entre le licenciement économique et un certain nombre d'alternatives, d'abord créées par la pratique, puis par la loi, à ces licenciements économiques. Et j'ai retrouvé donc un article dans Le Monde de 1981, donc encore un article relativement ancien, sur les démissions négociées. Et donc il indique qu'il y a un certain nombre de démissions négociées, que c'est une pratique qui s'est largement développée, donc les employeurs incitent les salariés à démissionner, en vue de, bien entendu, se substituer au droit du licenciement économique. Et donc il dénonce cet usage des démissions négociées, et lui, ce qu'il souhaite, effectivement, c'est la réintégration de ce type de comportement dans le droit du licenciement économique. Il souhaiterait que ça soit requalifié comme un licenciement économique. Et donc là, dès 1981, il anticipe que le droit du licenciement économique va être concurrencé à partir des années 90 et a fortiori des années 2000 par d'autres dispositifs, d'abord des dispositifs créés par la pratique, puis des dispositifs organisés par le législateur, comme très récemment la rupture conventionnelle collective. Donc on peut dire qu'encore une fois, Jean-Jacques Dupeyroux n'a pas gagné, il a perdu parce que la pratique puis le législateur a multiplié les alternatives au licenciement économique. Mais lorsque l'on voit peut-être la difficulté qu'il y a à l'heure actuelle, notamment sur les ruptures conventionnelles collectives, entre distinguer ce qui est du ressort de la rupture conventionnelle collective et ce qui est du ressort du droit du licenciement économique, il me semble qu'on peut estimer que Jean-Jacques Dupeyroux avait raison dès 1981 de dire qu'il faut bien distinguer le licenciement économique de ce qui n'est pas le licenciement économique et éventuellement ces alternatives-là qui conduisent à des ruptures pour des raisons économiques, peut-être les réintégrer aussi dans le champ, dans le droit du licenciement économique. Voilà, je vais m'arrêter là, je souhaitais me concentrer sur effectivement ces articles les plus anciens mais qui me semblaient extrêmement clairvoyants et extrêmement précurseurs. Merci. Merci beaucoup. C'était effectivement très précurseur. Je me souviens d'un article dans Le Monde sur la définition du licenciement pour motif économique, qui est quand même une définition fleuve avec des différentes marches. Et s'agissant des marches, il l'avait intitulé « L'ai-je bien descendu ?» à la façon Casino de Paris. Et c'est vrai qu'il y a toute une série d'exigences. Et s'agissant du rôle respectif de l'administration et du juge, nous en sommes encore là, puisque nous sommes revenus à un système partie judiciaire sur une partie du licenciement pour motif économique, sur la notion de motif économique, et partie administratif sur la procédure et l'accompagnement des licenciements pour motif économique. Et finalement, le débat est toujours présent. Et il en est de même, il en est même encore bien davantage le cas maintenant avec ces systèmes de rupture collective, notamment la rupture conventionnelle collective, dont le législateur prend bien le soin de dire que ce n'est pas du licenciement et que ce n'est pas dans le chapitre ou la section, je ne sais plus, du Code du travail relatif au licenciement pour motif économique, on est au cœur du sujet. Est-ce que c'est du contournement? Est-ce que c'est vraiment une mesure alternative au licenciement pour motif économique? Il avait vu tout à fait juste, une fois de plus.